Alors Florent, bonjour. Bonjour Xavier. Euh, Merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre et cette interview. Mais je t'en prie, plaisir est pour moi. Euh, alors que dirais-tu si tu devais te présenter? Je m'appelle Florent, j'ai 50 ans et je suis un accidenté de la vie. Voilà. Euh, Avec encore quelques séquelles, mais un accidenté de la vie qui s'en sort. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à accepter cette interview? L'esprit du collectif. Moi, clairement, c'est ça qui m'a intéressé. J'ai fait d'autres interviews. Ouais, Ce qui m'a intéressé, c'est la démarche du collectif. Je la suis depuis le début, ça m'a intéressé depuis le début. Et voilà, j'ai pensé que mon témoignage pouvait être intéressant. En plus, il y avait une thématique sur le voyage, et vraiment, on le développera après. Moi, pour survivre dans la situation où j'ai été, il a fallu à un moment que je me mette dans la situation d'un voyageur. Ça a été un moyen de survie, réellement, mais qui a été parallèlement très bénéfique. On développera sans doute après. Donc voilà, je trouvais que dans l'esprit du collectif et de la démarche, ça pouvait être intéressant. Et en tout cas, moi, voilà, l'esprit du collectif me plaît beaucoup. Donc, j'avais pas de raison de refuser cette interview. Merci, c'est tout un honneur, mais au sens noble du terme, de Oui, oui, pouvoir bien aussi. sûr. Non, mais c'est une belle démarche qui me plaît beaucoup. Et voilà, tu sais que je la suis depuis le début. Hmm. Et voilà, donc je suis là. Merci beaucoup d'être là. Euh, alors, en fait, effectivement, l'idée de cette interview, on en parle depuis un an. Ouais, Et on l'a longuement préparée. En oui, tout cas, on en a beaucoup parlé. on a Puis beaucoup parlé, oui. après, il y a eu vraiment toute une phase où on a commencé à la réaliser, à construire la bande-annonce Mhm. et revenir voilà, sur une période de ta vie qui a été assez difficile et assez complexe. Donc ça n'a pas été évident à bien amener ça. Mhm. Surtout que l'intérêt commun, c'était de pouvoir aussi de l'amener en restant fidèle à tes ressentis, à ton point de vue, Oui. à la réalité telle que toi tu l'as vécue. Mhm. Euh, et donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui n'avait pas été euh, simple et qui avait aussi besoin certainement de se maturer jusqu'à arriver à Oui, cette rencontre absolument. Oui. réelle. De toute façon, c'est sûr que par définition, un témoignage, c'est un point de vue. Et en effet, c'est mon point de vue sur cette histoire, ma façon Ouais. de l'avoir vécue. Mhm. Et parfois, ça surprendra d'ailleurs certaines personnes de voir la façon dont j'ai pu vivre certaines choses à l'intérieur d'une prison. Ouais. Mais voilà, c'est ça que je pense qui peut être effectivement intéressant. Bien sûr. On entend toujours les mêmes témoignages un peu sur la prison, et je trouve Oui. que c'est un peu lassant. Mhm. C'est pas toujours ce que tout le monde vit Oui. en prison, et tout le monde n'a pas la colère en permanence après les surveillants. Tout le Oui. monde n'a pas, Mhm. tout le monde n'est pas en train de hurler son innocence. Mhm. Quand on se promène dans les couloirs d'une prison, on n'entend pas des gens qui hurlent leur innocence en permanence. Enfin, voilà, il y a des clichés en fait que moi j'ai pas du tout vécu, et je trouve que voilà, je trouvais que c'était intéressant que ce point de vue soit aussi entendu. Mhm. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, dans, Ouais. dans le vif de cette histoire. Alors, on va essayer de reprendre la chronologie des événements Hum. qui te sont arrivés. Du coup, pour que les personnes qui nous écoutent puissent appréhender au mieux ton histoire et puis ton témoignage. Alors, donc, en 1999, tu es accusé à tort de viol par ta belle-fille et ton beau-fils, Mhm. qui sont âgés respectivement de 14 et 9 ans. Ouais. Donc au sein d'un divorce conflictuel avec Ouh, leur mère. oui. Ouais. Plus que conflictuel, oui. Oui, très conflictuel, oui. Alors justement, à partir de ce que tu souhaites toujours confier aujourd'hui, Oui. euh, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce contexte familial pour que tu te retrouves plongé dans cette histoire? Alors, il faut revenir un petit peu à la genèse d'une partie de l'histoire. Oui.
ma belle-fille, donc l'accusatrice principale, puisque on verra après, mais mon beau-fils, en fait, les accusations de mon beau-fils tombent très vite. D'accord. Notamment auprès des experts psy. Il voit 2 fois des experts psy et au final, il dit « mais je ne comprends pas de quoi on accuse papa ». Voilà. Donc ces accusations à lui vont tomber très vite. D'accord. On se rendra compte rapidement en fait que même au niveau des 2 procès, parce qu'on expliquera qu'il y a 2 procès, que c'est ma belle-fille en fait et mon ex-femme qui témoignent de choses. D'ailleurs, mon ex-femme témoignant au nom de ma belle-fille, puisque mon ex-femme ne dit jamais qu'elle a vu ou entendu quoi que ce soit. Hein. Elle parle toujours au nom de sa fille. D'accord. Voilà. Mais le contexte est le suivant. Ma belle-fille a été abusée et violée par son grand-père maternel, donc par le père de mon ex-femme, 3 ans avant que cette histoire-là apparaisse. Il y a un procès qui se passe à Metz, où où mon épouse témoigne contre lui. Ma belle-fille témoigne contre lui, en demandant d'ailleurs à l'époque à ce que je sois à côté d'elle à la cour d'assises parce qu'elle avait effectivement peur de témoigner. C'était quelqu'un qui était elle était très papa à l'époque. Hein. Je dis ma belle-fille aujourd'hui, à l'époque je disais ma fille. Hein. C'était quelqu'un elle était très proche de moi, vraiment. À l'époque où cette affaire est sortie, mon ex-femme a fait un peu un déni sur cette histoire. Et du coup, ma fille avait que moi vers qui se tourner. Et quand le procès est arrivé, elle a demandé tout de suite à la présidente de la cour d'assises de Metz si je pouvais être à côté d'elle pour témoigner. La présidente lui a dit, à côté, oui, mais avec que votre papa soit un pas en arrière. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de regard, en fait. Donc voilà, on est dans cette situation déjà où il y a un premier procès, où les faits sont avérés. Ma belle-fille a effectivement été violée. C'est pas la seule victime d'ailleurs du grand-père. Hein. Il y a d'autres enfants du quartier du grand-père qui ont été victimes, y compris à son travail. Donc on est dans ce premier contexte-là. Où ma belle-fille d'ailleurs voit à l'époque un éminent expert pédopsychiatre qui dira des choses très importantes pour la suite dès ce moment-là. Elle a quel âge à ce moment-là, elle a 11 ans. D'accord. Elle a 11 ans. Et quand elle voit cet expert, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des expertises, et c'était vraiment un des grands spécialistes pédopsychiatres pour les cours d'assises en France, et il déterminera une chose, c'est que si cette jeune fille n'est pas suivie après ce qui s'est passé, au moindre basculement dans sa vie, il y aura un cataclysme. C'est ce qu'il écrit noir sur blanc. Bon, voilà, ça en reste là à l'époque. C'est un écrit, c'est le rapport d'un expert psy. Voilà. Mon ex-épouse ne veut pas entendre parler de psy, ma fille n'est pas folle. Enfin bon, voilà, le truc, le schéma classique. Donc, elle ne fera pas suivre ma fille par qui que ce soit. Donc, on part de ce contexte-là, en fait, où ma belle-fille a réellement subi et vécu des choses. Moi, au moment où ma belle-fille, les gendarmes de Nancy, à l'époque, on habite la région lyonnaise, les gendarmes de Nancy, puisqu'on était on habitait Nancy à l'époque, descendent en région lyonnaise pour auditionner ma belle-fille. Et pendant l'audition de ma belle-fille, ma femme révèle qu'elle aussi a été violée par son père étant jeune. Et là, pour moi, c'est un choc terrible. Je ne vais pas dire pas plus que la révélation de ma belle-fille, mais là, je réalise que ma femme de l'époque a emmené ma belle-fille passer des week-ends entiers chez son père, donc chez son grand-père, à la gamine, sachant ce qu'elle avait vécu étant gamine. Et à ce moment-là, il y a une rupture totale dans ma tête vis-à-vis d'elle.
Et pour moi, notre couple, il s'éteint ce jour-là. Voilà. Donc après, bah, évidemment, il y a une procédure qui se lance. Moi, une procédure notamment de demande de garde d'enfants, etc. Moi, je veux quitter la maison. Donc on fait une demande de garde. On obtient une garde. Enfin, j'obtiens la garde partagée des deux enfants, d'ailleurs. Non, faux. J'obtiens la garde partagée de mon beau-fils et de ma jeune fille que j'ai eue après avec mon épouse. Et justement, ma belle-fille, à ce moment-là, moi je déménage dans une maison à quelques kilomètres de là, de façon à, pas trop loin, de façon à ce qu'ils n'aient pas à quitter leur école. Enfin voilà, je fais le nécessaire pour partir, mais pas être trop loin non plus pour les enfants. Et ma belle-fille fait même une démarche auprès d'un avocat pour enfants pour essayer de voir comment elle peut faire pour venir vivre avec moi. Parce qu'elle ne voulait pas rester avec sa mère. Elle se rendait bien compte que sa mère, que le problème qu'elle avait eu avec le grand-père, c'était un blocage total avec sa mère. Elle avait besoin d'en parler. Sa mère faisait un déni total de ce truc. Et c'est vrai que ça avait créé un lien encore plus fort avec ma belle-fille, du coup. Et voilà, il y a un moment où, quand il y a séparation, ma belle-fille va voir un avocat pour mineurs, pour voir, sachant qu'elle n'est pas ma fille, sachant qu'elle a un papa déclaré, pour voir qu'est-ce qui est possible pour qu'elle vienne vivre à la maison. Et malheureusement, l'avocat est obligé de lui dire il n'y a aucune possibilité. Voilà. Donc là, pour elle, c'est une grosse rupture. Et donc, voilà, on est dans cette situation où, évidemment, la séparation ne se passe pas du tout bien avec mon ex-femme. Elle n'accepte pas du tout mon départ. Elle fait absolument tout pour me retenir. Enfin bon, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et moi, la rupture est consumée, c'est terminé. Après ce qui s'est passé, je peux plus, et je vais même plus loin, je peux même plus la toucher. Enfin, il y a même un aspect physique que je ne peux plus, quoi. Et ça, elle l'accepte absolument pas, évidemment. Et donc, voilà, tout ça se passe dans une période assez courte, hein, en réalité. Et donc un jour, je rentre de clientèle, et déjà en 99, à l'époque, j'étais un des premiers à avoir un téléphone dans une voiture. Et elle m'appelle dans ma voiture pour me dire ce soir, tu viens pas chercher les enfants? Et je lui dis, bah si, c'est mon soir de garde, je viens chercher les enfants. Elle me dit, non, ce soir, tu viens pas chercher les enfants. Et donc je lui dis, bah écoute, j'appelle l'avocate qui s'occupe de mon divorce, enfin, mon avocate qui s'occupe du divorce, pour voir ce qu'elle me conseille, et puis je vois après ce que je fais. J'appelle effectivement mon avocate qui me dit « Vous allez chercher vos enfants comme si de rien n'était, et si elle vous refuse la garde, c'est ce qu'on appelle une non-représentation d'enfants, et donc vous allez immédiatement porter plainte à la gendarmerie. » Ça se passe exactement comme ça. Quand j'arrive, d'ailleurs elle n'est même pas là, c'est mon fils qui me dit « Maman ne veut pas que tu nous prennes, machin, bon, ok. » Et donc je pars à la gendarmerie pour déposer ma plainte. Et quand j'arrive sur le parking de la gendarmerie, je vois la voiture de mon épouse. Bon, je me suis dit, tiens, elle m'a un peu grillé la priorité, voilà, mais sans plus, quoi. Donc voilà, je suis accueilli à la gendarmerie, j'explique pourquoi je viens. Au début, on m'écoute au comptoir, et puis après, on me fait passer vraiment derrière, et puis on commence à m'installer dans une salle, et puis à me demander, voilà, ce que je viens déclarer, etc., etc. Et puis je trouve quand même que ça prend beaucoup de temps pour une simple déclaration de non-représentation d'enfants. Et puis, au fur et à mesure, je sens que c'est plus moi qui ai la main, en fait. Que c'est les gendarmes qui commencent à me poser plein de questions. Et tout d'un coup, il y a des questions qui sont très précises. Et là, je me dis, mais ça, je leur en ai pas parlé. Comment ils sont au courant? Voilà, je comprends pas, en fait. Je comprends pas le basculement qui est en train de se passer au moment vraiment où moi je viens déposer plainte à la gendarmerie et où au final c'est en train de se retourner contre moi, mais je le comprends pas sur le coup. Et en fait,
pour expliquer, donc mon ex-épouse était venue avant, évidemment, puisque malheureusement, je l'avais prévenu que j'allais prévenir mon avocat et déposer plainte si elle ne me donnait pas les enfants. Et ben, elle avait pris les devants en venant à la gendarmerie et en venant, au nom de sa fille, m'accuser de viol sur ma fille et mon beau-fils, mais une fois de plus, on verra par la suite, ça tombera très vite. Voilà. Et donc, au moment, dans la gendarmerie, il y a un moment, il y a une vraie bascule où tout d'un coup, c'est plus moi qui viens porter plainte, c'est eux qui commencent à porter, je veux dire des accusations au début, ce sont des insinuations, et du coup, les insinuations m'inquiètent, puisque ma première réaction est de dire, mais vous me parlez de ma belle-fille, qu'est-ce qui se passe? Elle a eu un accident, il y a eu quelque chose, enfin, tu vois, c'était tellement pas clair, en fait, ce dont il me parlait, que je savais vraiment pas du tout où il voulait en venir. Et j'avais qu'une peur, en fait, c'est qu'il soit arrivé un truc à ma fille, et puis qu'ils prennent, tu vois, qu'ils prennent toute la démarche, enfin, qu'ils fassent toute la démarche douce pour me dire, il s'est passé quelque chose de grave. Et bon, je commençais vraiment à avoir cette trouille-là, quoi. Et puis au bout d'un moment, bon, les questions se sont vraiment axées très clairement sur quels sont vos rapports avec votre fille, avec votre belle-fille, qu'est-ce qui se passe entre vous, machin. Enfin voilà. Après, ça a vraiment basculé et ça s'est transformé à un moment vraiment en garde à vue, puisqu'il y a un moment où on me signifie que je suis en garde à vue. Et on me dit pas tout de suite pourquoi. Il faudra que j'attende encore quelques heures pour qu'on me signifie pourquoi je suis en garde à vue. Alors que théoriquement, ça devrait être signifié sur le champ quand même. Mais bon, voilà. Après, ça c'est de la soupe interne, mais et ils mettront un certain temps à me dire, à m'expliquer les accusations réelles en fait qui sont portées contre moi, quoi. Tu as une garde à vue de 48 heures? Ouais, 48 heures, ouais. 48 heures, ouais, 48 heures de cauchemar. Et quand je dis de cauchemar, c'est une des choses dont je fais encore le plus de cauchemars, même après l'incarcération qui a été une période épouvantable. J'ai fait pratiquement plus de cauchemars de la garde à vue que de l'incarcération par elle-même. C'était un moment, c'était un choc en fait. C'est un truc. Toi, tu fais une démarche pour aller déposer une plainte et tu te retrouves accusé de quelque chose que tu comprends pas, puis tu comprends vraiment pas d'où ça sort, quoi. Voilà, donc le truc est là et tout à coup, oui, ça se transforme en accusation, clairement, et on me signifie que je suis en garde à vue pour suspicion de viol sur ma belle-fille et attouchement sur mon beau-fils. Voilà. Là, comment dire? Je suis tellement abasourdi que je pense que j'ai eu même un manque de réaction sur le coup, parce que je comprends, je suis même pas sûr d'avoir compris tout de suite ce que le gendarme me disait sur les accusations qui étaient portées, tellement c'était absurde, quoi. Je pense que j'ai mis, pendant le temps, au moment de la signification de ma garde à vue, et précisément au moment où il me signifie pourquoi je suis en garde à vue, je pense que j'ai mis vraiment du temps à réaliser réellement ce que le gendarme est en train de me dire. Tellement c'était absurde, quoi. Enfin, je veux dire, ma belle-fille qui avait fait des démarches pour venir vivre avec moi, enfin, non, je comprenais rien du tout, quoi. Et puis je comprenais pas en plus que je comprenais pas d'où venaient les accusations, évidemment. Je voyais pas pourquoi les accusations seraient venues de ma belle-fille. Il y a un moment quand même dans ma tête, je me dis, ma femme était là, donc bon, c'est sans doute elle qui a fait des déclarations. Et puis effectivement, ça me sera confirmé après que d'ailleurs ma fille a été entendue bien après moi. Moi, j'ai été mis en garde à vue sur simplement les dires de mon épouse de l'époque. Et ma belle-fille sera interrogée même après moi dans l'espace de la garde à vue. Et comment dire, tu évoques justement les conditions aussi de cette garde à vue et qui du coup t'amènent à signer de prétendus aveux. Alors, m'amène à signer des documents qu'on ne me laisse pas lire, surtout. D'accord. Voilà. Okay. Ce qui est très important, c'est ça. C'est-à-dire, pendant la garde à vue, il se passe un truc.
on m'interviewe, on m'interroge, euh, on me remet en cellule, on m'interroge, on me remet en cellule. Alors, l'état de la cellule, je t'en parle pas. Il y avait un sans domicile fixe qui était dans cette cellule quelques heures avant. Ils n'avaient pas changé les couvertures, les toilettes débordaient, il y en avait jusqu'au milieu. Enfin, c'était vraiment infect. Et on me disait, on m'interrogeait, puis on me disait, bon, on vous laisse aller vous reposer. Enfin, c'était impensable pour moi de me reposer avec les accusations qui étaient en train de me tomber sur la tête. Et en plus, ils étaient censés me donner à manger. Il faut savoir que pendant 48 heures, on ne m'a pas donné à manger. La seule chose qu'on m'a donné, c'est des cafés, des cafés, des cafés, des cafés. Voilà. J'entendais ma nouvelle compagne venir m'apporter à manger, parce que des cellules, on entendait l'accueil de la gendarmerie. Elle m'apportait des tupperwares avec de la nourriture, et je me rendais compte qu'ils ne me les donnaient pas, quoi. Et qu'ils ne me proposaient même pas un sandwich, ils ne me proposaient rien. La seule chose qu'ils m'ont proposé en 48 heures, c'est des cafés. J'ai dû en boire 30, à tel point que j'en ai été malade. Enfin, voilà. Et pendant cette garde à vue, donc, on m'interroge, et puis bon, moi, les réponses sont toujours les mêmes. Je suis désolé, mais il y a un moment, bon. Et puis, il y a un moment, on me dit, ah merde, il y a une panne informatique, il faut qu'on change de salle, il faut qu'on change d'ordinateur, machin. Bon, bah, on vous remet en cellule pendant quelques temps. Bon, ok. Et puis, quelques temps après, on vient me rechercher, effectivement, et j'ai envie de dire, l'interrogatoire sans la fin d'interrogatoire, alors que moi, j'avais l'impression d'avoir encore plein de trucs à dire. Et voilà, ça sent la fin d'interrogatoire. Et alors régulièrement, il faut savoir que pendant 48 heures, pratiquement toutes les heures, on te fait signer un papier. Comme quoi, on t'a pas maltraité. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Et puis pendant un certain temps, en fait, ils m'ont pas fait signer toutes les heures. Donc du coup, ils avaient cumulé les papiers. Et ils me les mettent les uns devant les autres comme ça. Et ils me disent, bah, voilà, c'est tous les documents qu'on est censé vous faire signer toutes les heures. Mais il y a un moment, c'est ridicule. Donc voilà, ils me les mettent avec juste la partie basse affiché, et en me disant, bah voilà, vous signez les papiers, et bêtement, moi je suis dans une gendarmerie avec des représentants de l'ordre en face de moi, et je signe les documents, j'ai plus 10, 12 pages, et je signe les documents. Et je ne comprendrai que quand on me déférera devant le substitut du procureur à la fin de ma garde à vue, que dans ces documents, il y avait des aveux. On expliquera après, on saura que ces aveux, il aura été démontré que ces aveux, effectivement, je ne les aurais jamais faits. Mais, et ça, là aussi, je tombe des nues. C'est-à-dire qu'il y a un moment, bon, la garde à vue se termine, on me dit, bon, bah, on vous défère au parquet. Alors, tu sais même pas trop ce que ça veut dire au départ. Bon, alors on t'explique, voilà, on vous emmène au tribunal, vous allez voir le juge d'instruction. Au final, c'est pas le juge d'instruction qu'on voit en premier, mais le procureur. En l'occurrence, c'était le substitut du procureur. Et qui me dit, bon, bah, de toute façon, c'est clair, hein, avec 3 pages d'aveux. Et je le regarde avec des grands yeux en lui disant, pardon. Et il me dit, bah oui, avec les 3 pages d'aveux. Et puis lui non plus, il ne comprend pas mon interrogation. Enfin, et je lui dis, mais quels aveux? Bah, il me dit là, il me sort les pages et il me montre 3 pages que j'ai effectivement signées, mais que dont j'avais jamais vu ce qu'il y avait dessus. Et là, en revanche, tu sens le piège qui se referme, clairement. Parce que je suis obligé de dire, avec 2 gendarmes dans le dos, avec qui je viens de passer 48 heures, devant le procureur, que je n'ai jamais fait ces aveux, et que si ces aveux existent, ils ont été fabriqués. Et je t'assure que même en ayant ta conscience pour toi, c'est pas facile de le dire avec les 2 gendarmes dans le dos. Bêtement, je sais pas, peut-être, enfin, c'est une situation, c'est quelque chose auquel on s'attend tellement pas de se retrouver un jour en garde à vue, d'être accusé de ce type de choses, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Enfin, c'était tellement loin de ma vie, loin de tout ça, que je suis encore tu sens le truc qui se referme, mais tu comprends encore pas complètement tout, quoi. Voilà. La seule chose que j'avais compris,
c'était que les gendarmes avaient un impératif quand même pendant la garde à vue. Ils avaient un lieutenant qui venait leur aboyer dessus, et vraiment je dis aboyer, en leur disant cette fois-ci, vous n'avez pas le droit de ne pas avoir de résultat. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il semblerait que j'ai compris après qu'ils avaient eu un cas similaire peu de temps avant et qu'ils n'avaient pas réussi à faire craquer, entre guillemets, la personne, parce que c'est comme ça qu'eux en parlent, et que effectivement, leur lieutenant était très très mécontent de ça. Et que surtout, je pense, vis-à-vis du proc ou du juge, ça avait posé un problème, qu'il n'y ait pas eu d'aveu. Et donc, pendant toute la garde à vue, allez, j'ai envie de dire, tous les quarts d'heure, il passe la tête dans la porte et il leur aboie dessus, à eux, pas à moi, hein, à eux. Vraiment, il leur aboie dessus en leur disant alors, vous en êtes où ? Bah, on est toujours au même point. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de ne pas avoir de résultat. Oh, ok. Et moi, je suis spectateur de ça, quoi. Là, tu n'es plus du tout acteur de quoi que ce soit, tu es spectateur de ça, et puis vraiment, en plus, sur le coup, tu ne maîtrises pas, tu ne comprends pas, tu ne sais pas de quoi il parle, enfin, rétrospectivement, après tout ça, tu comprends, mais sur le coup, des gens qui ont l'habitude de faire de la garde à vue, tu vois, qui sont des récidivistes, enfin, j'ai rencontré des gens après qui m'ont dit, non, mais une garde à vue, c'est rien. Ouais, ok, t'en as déjà fait 6 ou 7, toi. Moi, ma première garde à vue, puis c'est tellement loin de mon milieu, loin de mon monde, loin de ma vie, enfin, je comprends rien à tout ça, quoi. Voilà, donc, on verra après, mais on arrivera à démontrer, notamment au second procès, qui sera beaucoup plus logique que le premier, je pense qu'on développera entre-temps, mon avocate et le président de la cour d'assises arriveront à démontrer et à faire dire aux gendarmes que oui, les aveux, effectivement, c'est pas M. Brissot qui les a faits. Parce que du coup, c'était la seule chose qu'il y avait. C'était le seul élément qu'il y avait dans le dossier. Pendant, oui, de toute façon, c'était le seul élément qu'il y avait dans le dossier, parce qu'il y avait rien d'autre à la base. Mais c'est même le seul élément qu'il y a eu dans le dossier jusqu'au procès. C'est-à-dire que, pour dire, il y a même eu une expertise ADN demandée par le juge d'instruction qui s'est révélée négative. Quand je l'ai reçue, je l'ai montré au médecin psychiatre que je voyais en prison. Je t'assure que quand je lui ai montré le résultat de cette expertise, elle était mais tout sourire en me disant, bon, et elle a eu le tort à ce moment-là, mais elle s'en est mordu la langue après et elle n'y peut rien, mais elle était persuadée que j'allais sortir dans les heures qui allaient venir. Après cette expertise, c'était le juge d'instruction qui l'avait demandé, l'expertise était négative, il n'y avait rien qui tenait, quoi. Et la seule chose malheureusement qui restait, c'était les aveux. Alors, aujourd'hui, quand tu écoutes un petit peu les gens qui parlent de milieu judiciaire, de garde à vue, tu écoutes des avocats, on parle de la culture de l'aveu, j'aime pas ce terme, mais c'est un terme qui est très employé. C'était effectivement quelque chose qui était je ne vais pas dire courant, mais qui était assez banal au niveau des forces de l'ordre pendant très longtemps. S'il n'y avait pas d'aveu, on en faisait. Voilà. Et autant au premier procès, le gendarme n'a même pas été interrogé, donc la question ne s'est pas posée, autant au second procès, en question croisée entre mon avocate et le président de la cour d'assises qui voulait vraiment comprendre, parce que je pense qu'il avait compris plein de choses en lisant le dossier. Et puis on avait quand même réussi à déterminer, et là il n'y avait pas de discussion, qu'ils avaient fait un faux. De toute façon. Puisque au moment où ils me demandent si je veux un avocat, moi la seule avocate que je connaissais, c'était l'avocate qui s'occupait de mon divorce. Donc je leur donne le nom de l'avocate qui s'occupe de mon divorce. Sauf qu'elle n'est pas pénaliste, donc ils l'appellent effectivement, elle n'est pas pénaliste, et donc elle se dit, bah, c'est pas mon job, je vais envoyer mon collègue du cabinet qui est pénaliste. Et sur ce document qu'ils me font signer très rapidement en me demandant si je veux un avocat, c'est le nom de cet avocat pénaliste qui apparaît, et pas le nom de mon avocate que j'ai demandé à l'époque. Donc là déjà, ça veut dire qu'ils m'ont fait signer un papier en blanc qu'ils ont rempli après.